Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une preuve podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sean Durier, le copropriétaire de chez Avant-Garde Artisan Brasseur. Salut Sean, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Euh, Yes, moi aussi. ben là, c'est ça. Dans le fond, moi, je t'ai contacté grâce à JF Le Gentil. Je le salue en même temps parce que je cherchais quelqu'un qui était un peu plus connaisseur là, au point de vue dégustation. Puis il m'a tout de Ouais. suite dit de te contacter. Fait Ben, que, c'est bien fait. ouais, Merci, ben, JF. fait qu'on va parler de la dégustation et des défauts parce que souvent, je me suis rendu Ouais. compte que il y a comme pas. Ben, il y a des formations qui existent, tu sais, mais souvent, Ouais. on apprend ça sur le tas, là, tu sais, puis on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, puis c'est pas mal ça, là. Fait Ouais. que je voulais en jaser avec toi. Fait que, ben, pour commencer, toi, as-tu eu une formation dans le domaine de la dégustation ou. Ben, pas spécifiquement, là. Je veux dire, on passe tous, tu sais, ça fait un petit peu plus qu'une dizaine d'années que je travaille dans le milieu comme brasseur. Puis, ben, tu sais, au fil des ans, on en apprend évidemment dans des formations. Puis, tu sais, j'ai fait des formations, tu sais, les kits de dégustation de Seabold, par exemple, sur les faux goûts. Puis, j'ai fait j'ai une formation de technique de brassage de Seabold, une espèce de formation en ligne de 3 semaines. Dans le OK. temps, là, fait que, tu sais, on en apprend toujours un petit peu avec ce genre de formation-là, mais essentiellement, c'est un peu comme tout le monde dans le milieu du brassage. Ben on en apprend, on apprend sur les faux goûts en apprenant sur la fermentation, puis sur tout le reste des techniques de brassage. Fait que Ouais. ça vient avec tout le reste, hein. OK. Est-ce que tu utilises, toi, la dégustation de tous les liquides? Tu sais, par Mhm. liquide, je veux dire mou, bière terminée, finie, etc. Est-ce que tu utilises ça comme un outil de contrôle, toi, dans ta brasserie? Écoute, oui et non. Je te dirais pas de façon euh, tu sais, prédéterminée, si on veut. Tu sais, on fait évidemment, on déguste toujours les produits finis, puis les produits en cours de fermentation. J'encourage tout le monde à goûter à tout pendant le processus. Puis le mou fait partie de ça, effectivement. Puis aussi, on a commencé, je te dirais, dans notre développement de recettes, surtout pour des recettes. Par exemple, on a sorti une Porter Baltique il y a presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, je dirais. Puis, tu sais, c'est un style de bière avec lequel ben, on n'est pas super familier. Il n'y en a pas 10 000 sur le marché. Puis, c'est un style historique qui est comme différent des porters, différent des stouts, tout. Puis, on a fait beaucoup de tests à ce moment-là de dégustation de mous. Justement, on faisait des mous, des mini-mâches avec des grain bills différents, puis on goûtait vraiment le mou avant de vraiment faire la recette, de faire la bière, la première test batch. Fait que OK. ça, c'était super intéressant. Ce genre de dégustation-là, on fait beaucoup ça en gang. Puis je dirais qu'on est très, très proactif. Tu sais, on n'est pas supposé d'avoir un frigo avec de la bière qui n'est pas produit sur place, mais on Ouais. n'en a pas. OK. Je mets des guillemets ici, personne qui les voit, mais oui, c'est ça, on est toujours en train d'explorer puis d'essayer de voir qu'est-ce qui est bon sur le marché, particulièrement quand on est en développement de recettes. On goûte beaucoup à ce qui se fait ben, soit par les autres brasseries au Québec ou ailleurs. Là, à chaque fois que tout le monde, à chaque fois que quelqu'un fait un voyage, ramène la bière, on est très, très curieux. Puis, fait que, tu sais, c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, euh, puis qui est rentré dans les habitudes vraiment. OK. Euh, Puis oui, c'est ça. Ben, plus spécifiquement, évidemment, les produits finis, c'est sûr que toutes les bières qu'on fabrique ben, sont goûtées à tous les processus, à tous les stades du processus, notamment de la fin de la fermentation jusqu'à l'encanage. OK. Parce que c'est super important de ne pas mettre en canne une bière qui, évidemment, qui n'est pas finie, là. Ça, Ouais. c'est super important. Ouais. OK. Dans tes contrôles, est-ce que tu inclus, mettons, des échantillons plus vieux, tu sais, mettons, que tu vas goûter après Ouais. 3 mois, puis Ouais. comparer avec un plus frais, ou comment ça se passe Ouais. comme moi? Ouais, ouais. Encore une fois,
j'ai souvent essayé d'implémenter ça de façon régulière, là, un taste panel, mettons, à tous les jours ou au moins une fois par semaine. C'est difficile, je te dirais, parce qu'on est toujours dans le jus, puis on fait 10 millions d'affaires. Ouais. Puis garder une bibliothèque de bière, puis comme d'être organisé assez pour faire ça. Je dirais que j'ai pas réussi encore à l'implémenter de façon constante, mais c'est sûr qu'on est toujours en train on en garde la bière, on en met de côté. À chaque encanage, on met de côté un certain nombre de bières pour comme bière de référence. Puis on va souvent piger là-dedans. C'est plus un petit peu aléatoire, notre affaire, mais on va souvent piger là-dedans, voir de quoi notre stock a l'air après 3 mois, 6 mois. C'est super important de le faire aussi. Ouais, c'est ça fait partie du travail, essayer d'évaluer le shelf life, puis d'être familier aussi avec quel type de produits vieillissent bien, quel type de produits vieillissent mal, puis tout Ouais. ce qui est entre les deux. Ouais. C'est super important pour la qualité des produits qui se ramassent sur les tablettes, là. Savoir prendre des décisions aussi à partir de quel moment tu retires tes bières sur les tablettes. Puis, Ouais. ouais. OK. Puis, ben, justement, tu parlais de gang, t'impliques-tu pas mal ton monde là-dedans, ouais, pour les dégustations? Ouais, Puis, OK. super important. Ça va des brasseurs aux comptables, au staff de service, le plus de monde possible. Ouais. OK. Le plus de monde possible. C'est super important que ben, plus ton staff connaît les produits, peu importe qui. Je veux dire, on est tous très près de ce qu'on fait. On n'est pas détachés de notre business. Renaud et moi, on est les deux propriétaires de Avant-Garde puis Jukebox. Puis les deux ont très bière. Là. On est là comme à tous les jours. Puis c'est important pour nous que tout le monde soit près de ce qu'on fait. Fait que oui, toutes les dégustations. On a un taproom aussi, on a 24 lignes. Fait que tout le Ouais, monde est mais c'est ça. capable de goûter un petit peu à tout. Là, fait que non, c'est super important d'impliquer tout le monde. Puis ça crée aussi l'occasion de créer des connaissances croisées, puis du team building aussi à travers tout ça. Là. Ouais, ouais. OK. Tantôt, tu parlais là, pas mal de la fin fermentation jusqu'au canage. Est-ce que pour toi, Ouais. il y a des moments clés qu'il faut absolument que tu goûtes ton mou? Oui, oui. Surtout, ça dépend vraiment des bières qu'on. Il y a certaines bières qui sont plus, euh, je ne veux pas dire fragiles, mais je prends comme exemple, on fait notre blanche, la Doubizou, qui est une blanche au jasmin puis feuille de lime kaffir. Elle produit du soufre, cette levure-là. OK. Puis c'est super important d'y goûter une fois que la fermentation est terminée, que la bière est pleinement atténuée. Avant de la mettre au froid, il faut que le soufre se dissipe, là, parce que sinon, si on la met au froid trop vite, le soufre ne se dissipe pas, ça se ramasse dans le produit fini. Fait que ça, c'est un exemple. Une levure anglaise qu'on utilisait aussi, c'était assez présent, un côté soufré, voire presque égout. Là, puis OK. ça, c'était vraiment comme ces bières-là, ils bénéficiaient un petit peu d'un condition, d'une maturation à chaud avant de refroidir. Tout ce qui est lager aussi, en fait, toutes les bières, on va parler de faux goût, puis toutes les bières, toutes les levures, toutes les fermentations produisent du diacétyl, entre autres. Ouais. Le diacétyl, comme tu sais, c'est une molécule, dans le fond, qui goûte à haute concentration, ça goûte le beurre à popcorn. En fait, c'est la molécule qu'ils prennent pour faire du beurre à popcorn artificiel. Ça, c'est produit par toutes les fermentations, puis c'est remétabolisé après ça par la levure. Fait que c'est vraiment important de suivre ça au cours de la fermentation. Puis c'est là que c'est important aussi de goûter. C'est sûr que quand tu goûtes une bière pendant la fermentation, ça va toujours goûter un petit peu weird, dépendamment d'où est-ce que tu es dans la fermentation. Là. Plus ça approche de la fin, plus ça ressemble à un produit fini. Mais il y a bien des choses qui se passent pendant la fermentation. Puis la levure va avoir tendance à cleaner aussi bien des composés aromatiques qu'elle produit. Et puis, c'est super important de goûter à différentes étapes de la fermentation pour prendre connaissance de ce processus-là. Puis, si je parle de fermentation, mais on pourra en parler tantôt peut-être un peu plus en détail, mais
on fait de la refermentation en bouteille aussi avec nos assemblages de bières OK. funky. Puis ça aussi, il y a le même processus qui se passe. La bière est déjà fermentée, est finie, on l'assemble, mais on la refermente pour créer le gaz dans la bouteille. Puis juste OK. cette refermentation-là, ça va créer pas mal disons, d'interférences, si on veut, là, avec Ouais. le goût que la bière est supposée d'être. Puis là, si on est capable de laisser 6 semaines entre le moment où on embouteille la bière puis on la met en marché, euh, après ça, elle goûte ce qu'elle est supposée de goûter. Là, OK. fait que c'est ça, c'est tout. C'est sûr qu'il y a des bières qui sont plus sensibles, qui sont plus susceptibles de produire des faux goûts, comme je parlais du soufre tantôt pour la Doubizou, par exemple. Mais c'est sûr que c'est super important, là, comme après la fermentation, avant de mettre la bière au froid, c'est super important de goûter pour être sûr que tout est correct avant de. Une fois que tu mets ça au froid, la levure ne retravaille plus ses affaires, puis ce qui est dans la bière, souvent va rester dans la bière, puis c'est bien plus long avant de pouvoir t'en débarrasser, là, si tu es capable de t'en débarrasser. Fait. OK. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a un moment qu'on ne devrait pas goûter, justement? Ben, tu sais, parce que pendant la fermentation, c'est sûr, comme tu as dit, tu sais, ça peut goûter bizarre. Est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas goûter à ça ou on devrait justement le goûter pour savoir ce que c'est supposé goûter pendant la fermentation? Ouais, écoute, s'il y a des moments qu'on ne devrait pas goûter, je te dirais que non. Il y a pas en soi. Tu sais, tu sais, je pense que quand tu fais de la fermentation spontanée, je pense que les premières semaines, avec le pH drop, c'est peut-être mieux de ne pas goûter. Là. Ouais. Mais sinon, non. Tu sais, il y a pas de moment où il y a des risques pour la santé, par exemple. Là. C'est Mm. vraiment pas. C'est toujours safe. Fait que, tu sais, il n'y a pas de contre-indication de goûter. C'est toujours, comment dire, il y a toujours quelque chose à tirer de ça. Là. Après ça, tu sais, les premiers jours de fermentation, goûter à la bière, tu sais, l'intérêt est moindre, là, tu sais, à la limite, comme un peu pour sais, savoir, comme connaître le processus, comme qu'est-ce que ça goûte à travers la fermentation, c'est toujours intéressant. Mais c'est pas là que les choses se passent, je pense. Là. C'est pas là que c'est le plus important de goûter. Euh, mais non, c'est ça, comme je dis, à la fin de fermentation, c'est vraiment primordial là, pour être sûr que toutes les faux goûts, puis les shit qui sont produites par la levure qu'on ne veut pas dans la bière soient bien scrubbés, bien nettoyés. Ça, c'est super important. Puis après ça, ben, quand il y a des fermentations qui sont plus des fermentations qui stallent, qui sont des levures qui sont moins en santé, mettons, des fermentations qui laguent, ça, c'est aussi important de goûter pour voir de, de quoi ça retourne. En ce moment, j'en ai une en ce moment, une perdue dans le mal, là, qu'on a pitché de la levure, puis je pense qu'elle ne doit pas être assez en forme, puis là, elle commence à staller, puis on y goûte, puis on sait déjà qu'on on va pas mettre ça en canne. OK. Euh, Parce que connaissant le produit, on sait que ça s'en va pas à la bonne place. T'sais. OK. C'est pas complètement off, mais puis souvent c'est difficile à qualifier. Là, souvent, on va juste dire comme ça goûte la Ouais. fermentation malade, là, ou comme ça goûte la fermentation qui rush. C'est pas toujours facile de mettre le doigt sur c'est quoi, mais quand tu vois, par exemple, quand tu fais facilement la corrélation entre une fermentation qui n'est pas aussi en santé qu'elle devrait être, puis une bière qui ne fermente pas aussi rapidement qu'elle devrait, puis les petits goûts là, qui ne sont pas supposés d'être dans ta bière. Puis c'est à ce moment-là, il faut lever le flag. C'est important d'être conscient de ce qui se passe dans ta bière. Puis aussi, ben, après ça, c'est une question de tolérance au risque puis à la consistance, au consistency en anglais, là, de ta bière. Là. Si tu veux que ta bière goûte ce qui est supposé de goûter, ben, faut que tu prennes la décision si ça vaut la peine d'être mis dans la canne ou si ça s'en va ailleurs. Ouais, ouais. OK. Est-ce qu'il y a une sorte de verre
en particulier, tu penses que tu devrais utiliser pour une dégustation? Pas en plastique. OK. Non, je niaise. Mais non, ben, moi, honnêtement, je suis pas un geek de verre trop. J'aime bien tu sais, je suis pas un fan de peintre, là, puis de verre de cette shape-là. Ouais. Je trouve que, en fait, tu sais, pour la dégustation comme telle, je trouve que n'importe quoi qui ressemble à une tulipe, ou tu sais, tu sais, comme une boule en bas avec le haut qui flaire là, vers l'extérieur. Là. Ouais, ouais. Tout ça, c'est des bons verres généralement parce que ça concentre les arômes. C'est plus facile de pogner une sniff de qu'est-ce qui se passe dans le verre. Là. OK. Euh, mais sinon, tu sais, je suis vraiment pas. Je suis pas trop piqué là-dessus. Là. La OK. shape générale, que ce soit un teku, que ce soit un verre à vin ou tu sais, n'importe quel genre de verre comme ça, où tu peux te mettre le nez dedans, c'est parfait pour la dégustation. OK. Puis ça, comme je dis, tu sais, les pintes, j'ai rien contre ça pour tu sais, une West Coast IPA dans une pinte américaine, c'est nice, là, c'est un classique, tout. Ouais. Mais côté tu sais, vraiment dégustation, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta bière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, tu sais. Hmm. Y a-tu une température parfaite, tu penses, pour la dégustation? Température de la bière? Ben, ça dépend à quel stade, tu sais, ça dépend en fait, ça dépend c'est quoi ta dégustation. Là, tu sais, si, par exemple, je goûte en fin de fermentation une bière, ben, la température idéale, c'est la température de fermentation où elle est en ce moment. Là, tu sais, c'est là que je vais goûter. Fait que, tu sais, je vais la prendre du fermenteur, je ne vais pas la refroidir ou rien. Là. Hmm. Sinon, tu sais, même chose pour des assemblages qu'on fait, on tire la bière de la barrique directement, fait qu'on la boit à température OK. qu'elle est. Là. On la refroidit pas ou rien. Mais après ça, si on parle de produits finis, ben là, ça dépend. Tu sais, là, je me fie vraiment plus à la température, ben, au type de produit. OK. Puis, tu sais, un guideline général. C'est sûr que trop froid, tu vas muter les arômes. Là. Ouais. Tu vas pas, il n'y a aucune bière qui est meilleure à 4 degrés Celsius. Là. C'est pas, quand la petite montagne est bleue, c'est froid dans la bouche, puis c'est assez rafraîchissant peut-être, sauf que c'est là que tu goûtes le moins à ce qu'il y a dans ton verre. Tu sais. Ouais. Fait que, je dirais que pour la plupart des bières, là, tu sais, 8 à 12 degrés, là, dépendamment si c'est une Pils ou une Stout impériale, mettons. OK. Je dirais que ça a du bon sens. OK. Puis sinon, as-tu un petit rituel, toi, quand tu goûtes, genre une certaine manière de sentir ou de goûter ou, tu sais? Euh, c'est une bonne question. Ben, tu sais, c'est sûr que tu veux toujours comme un peu shaker ton liquide dans ton verre là, pour tu sais, sortir un petit peu les arômes volatiles. Euh, Après ça, moi, je suis un gros fan de faire aller ça dans ma bouche là, comme vigoureusement. Là. OK. Je pense que c'est important que la bière elle touche à toutes les parties de la bouche. Là. C'est pas juste comme de t'envoyer ça dans le fond de la gorge. C'est vraiment comme, c'est particulièrement quand. Puis encore une fois, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on est en train de goûter. Là. Comme j'ai parlé tantôt de la Doubizou puis le soufre, par exemple. Ça, c'est un exemple où, à la limite, je me mets le nez dedans puis je le sais tout de suite. Tu sais. Je n'ai pas OK. besoin de vraiment comme passer par le processus de dégustation parce que c'est une arôme qui est, ben, c'est surtout au nez que tu le perçois. Après ça, ben, en bouche aussi, là, en rétro-olfaction, tout, mais mettons que je vais goûter à des bières dans des barriques pour faire un assemblage. Là, je vais vraiment vouloir. Puis, tu sais, je fais une petite parenthèse, mais on a fait un assemblage récemment qu'on a embouteillé cette semaine. Puis, spoiler alert, c'est une collabo avec Boréal. OK. Puis, on a fait un truc qui était super intéressant. Dans le fond, on a fait une bière qu'on a séparée en 9 barriques, puis qu'on a inoculé avec, nous autres, quand on fait des bières sûres, on a une propagation, dans le fond, comme un levain maison, dans le fond, où OK. un blend de micro-organismes, levure sauvage, pédiolacto, etc., qu'on repropage, puis tout. Puis on inocule beaucoup nos barils avec ça. Puis là, ben, on a fait, on a
commandé 2 autres blends de Bootleg Biology. Puis on a inoculé comme 3 barils avec un blend, 3 barils avec un autre blend, puis 3 derniers barils avec notre blend. OK. Puis on a mis du miel là-dedans, toutes des différentes sortes de miel. C'est super intéressant. Wow. Mais ce que j'ai vraiment retiré de cette dégustation-là, justement, c'est à quel point les blends de différents micro-organismes, les différents blends affectaient beaucoup, beaucoup, beaucoup la texture de l'acidité. Puis quand je parle de la texture de l'acidité, c'est là que je dis, tu sais, comme quand tu le mets dans ta bouche, puis tu le fais aller un petit peu partout dans ta bouche, ben, il y en avait un en particulier qui était c'était une acidité citrique, vraiment comme de la limonade, là, super bright, super sec. C'est comme un gros punch d'acidité, puis c'est fini, là. C'est très, très rafraîchissant. Puis il y en avait une qui était vraiment comme ça coatait la bouche d'un bord puis de l'autre. C'était super long, c'était plus huileux, plus rond. Fait que c'est ça, moi, ça m'a beaucoup montré l'importance de, quand on déguste, de vraiment comme l'importance que le liquide, dans le fond, fasse le tour de la bouche, puis vraiment comme. Ouais, c'est ça. Tu shakes ça dans ta bouche, là, puis t'as toute la rétro-olfaction aussi, t'as tous les arômes qui ressortent plus qui sont plus faciles à distinguer, puis t'as vraiment toute la texture, puis ce qui se passe vraiment le mouthfeel, là. Wow. Fait que, longue histoire courte, je pense que mon rituel, ça n'est pas vraiment un, mais je pense que ce qui est bien important pour moi, puis je me regarde là, dans ma tête en train de déguster, là, c'est vraiment comme quand je prends une gorgée, je m'assure que ça fait le tour de ma bouche avant de descendre, là. Ça, OK. c'est super important, je pense. OK. Sinon, prochaine question. Il y a au moins. Ouais, Déjà? ouais, parce que là, on va le dire aux auditeurs, ça fait 3 fois que mon fucking Internet coupe, là. Fait que là, on a eu de la misère à suivre. Fait que la prochaine, dans le fond, ben, il y a à peu près, il y a au moins minimum là, 24 faux goûts qu'on peut trouver dans une bière. Est-ce que tu penses que en tant que brasseur, on devrait tous les connaître par cœur? Ben, c'est sûr, il y en a que tu vas retrouver plus souvent là, puis qui sont plus, je dirais, plus importants. C'est sûr que, plus tu en connais, mieux c'est, là. Mais, tu parles de 24 faux goûts. Je suis sûr qu'il y en a bien plus que ça. Mais, je pense que il y en a là que tu n'as pas le choix de connaître, là. Le diacétyl, l'acétaldéhyde, c'est des trucs des composés, le DMS aussi. C'est des trucs qui se passent du côté brassage, côté fermentation, qui sont, mettons, qui indiquent que tu as quelque chose qui ne va pas dans ton processus. Le DMS, si tu prends du DMS dans ta bière, ben, c'est parce que ton généralement, ton l'ébullition de ton mou n'est pas assez vigoureuse. Tu n'évapores pas les composantes que tu devrais évaporer, puis tu as un problème de processus. Fait que ça, c'est super important à savoir. Même chose pour le diacétyl, l'acétaldéhyde. Souvent, quand tu pognes ça dans ta bière, c'est parce que tu as un problème de fermentation. Fait que soit tu pitches pas assez de levure, ta levure n'est pas assez en santé, tu fermentes trop froid ou tu laisses pas la fermentation aller jusqu'au bout. Fait que, ça, c'est ceux qui reviennent beaucoup puis qu'on rencontre vraiment beaucoup dans le processus de brassage, qui sont super importants à être capable de les détecter. Après ça, si on parle ça, c'est des faux goûts de processus, là. Des trucs qui ne fonctionnent pas dans le processus. Mais il y a aussi, par exemple, si on parle d'oxydation, c'est bien important d'être capable de reconnaître l'oxydation dans une bière si tu veux, à partir du moment où tu veux évaluer dans le fond, la pérennité de ta bière. Là. Je veux dire, si tu n'es pas capable de déterminer, de distinguer ce genre de faux goût-là, ben, ça ne te permet pas vraiment de voir si ta bière est dure sur les tablettes. Si tu as un problème de pick-up d'oxygène, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer
des instruments de laboratoire pour calculer leur oxygène dissous. Puis la plupart des brasseurs, ils vont comme ils font confiance à leur processus. Mais c'est ça, être capable de détecter si ta bière vieillit prématurément, c'est super important. Puis ça on va le détecter en connaissant vraiment les goûts qui se développent avec l'oxydation, avec l'oxygène, dans le fond. Ouais. Puis après ça, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Par exemple, on parle d'acide butyrique, par exemple, qui est comme le vomi de bébé, puis parmesan, ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment rare qu'on pointe ça dans une bière standard, si on veut. Ça, c'est vraiment plus quand on fait des fermentations atypiques, là, je mets des guillemets, on ne voit pas, là, mais par exemple, dans les fermentations mixtes, on va retrouver ça, là, ou la fermentation spontanée, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, mais ça, c'est des goûts qui démontrent comme vraiment un manque grossier dans le processus, là, tu vois, une contamination dégueu, ou c'est ça, quand tu fais des fermentations mixtes, du barricage, puis le kit, c'est des choses qui vont apparaître des fois avec certains micro-organismes, puis il faut savoir les identifier, puis c'est sûr que plus on en connaît, puis plus on en connaît, plus on sait d'où ils viennent aussi, moins on a de chances de laisser passer des trucs qu'on ne devrait pas laisser passer. L'acide butyrique, c'est un bon exemple, là, parce que ça va être des fois ça va être produit par exemple du Pediococcus. Des fois, ça va produire ce genre de goût-là, mais avec certaines souches de brette, par exemple, tu peux transformer l'acide butyrique en éthylbutyrate qui va goûter, par exemple, plus comme les ananas, les fruits tropicaux. D'ailleurs, on a eu une bière qui était justement vraiment intéressante à ce sujet-là. Tu as développé dans la fermentation. C'est une bière aux fruits, en fait, puis c'est sorti super parmesan. C'est comme dégueulasse. Là. Okay. Puis on l'a mis dans des barils avec du brette en se disant, c'est soit ça ou on l'a mis dans le drain. On avait des barils qui traînaient, qu'on avait besoin de remplir. Fait on s'est essayé, puis on a gagné notre pari, puis la bière était dégueulasse à la base. On l'a mis en barrique avec certaines souches de brette. J'avais lu un peu sur comme certaines souches qui étaient plus qui avaient plus de chances de justement transformer ce genre de composé aromatique-là en quelque chose de le fun. Puis effectivement, c'est sorti super le fun. Puis c'est une bière qui a fait partie majoritaire d'un des meilleurs assemblages qu'on a fait. Okay. Fait ça, quand on connaît ce genre de faux goût-là, puis ça nous donne plus d'outils aussi pour être capable de naviguer autour. Puis, des fois, tu n'as pas le choix juste de le mettre dans le drain, là. Mais c'est ça. Puis, un autre que moi, auquel je suis très sensible, c'est le terme technique, c'est le 2-isobutyl 3-méthoxypyrazine. Okay. C'est le goût de poivron quand tu fais des bières au café. Okay. Puis ça, je te dirais que c'est important de... Pour moi, je suis super sensible à ça, puis je trouve ça dégueulasse. Fait que pour moi, une bière au café, quand il y a ça, puis c'est facile, ça sort facilement. Pour moi, ça gâche tout. Fait qu'à partir de ce moment-là, je sais c'est quoi. Je vais parler à un torréfacteur, par exemple, puis je vais être capable de trouver des façons de l'éviter, que ce soit avec la variété de café qu'on utilise, la torréfaction, la mouture, l'infusion, ces choses-là. Fait que c'est ça. Pour répondre à ta question en résumé, je pense que c'est pas nécessairement important de connaître tous les faux goûts qui existent. Mais il y en a qui sont plus importants aussi, qui nous affectent plus dans les bières spécifiques qu'on fait. Puis ça, plus tu es connaissant là-dedans, plus tu as de chances de naviguer autour de ces
de ces faux goûts-là, puis d'être capable d'éviter des bières qui sont juste assez off pour être désagréables. Ouais. Mais justement, là, tu as parlé d'un sujet, là, c'est la sensibilité, parce que je me suis rendu compte, tu sais, comme moi, je travaillais avec un gars, un brasseur que lui, l'oxydation, il le pognait tout de suite. Moi, il n'y a Ouais. aucune maudite chance que je sois capable de goûter le carton mouillé que c'est supposé goûter. Tu sais. Mais Ouais. par exemple, des contaminations, ça, j'ai un peu plus de misère. Fait que avec le temps, je me suis rendu compte que chacun a comme sa sensibilité à quelque chose, puis que de là l'importance d'impliquer tout le monde dans le processus, là, parce que c'est ça, chacun Ouais. est sensible à une chose différente. Là. Absolument. Ouais. OK. Vraiment. Puis moi, c'est pareil. Ben, tu sais, c'est des choses qui se travaillent aussi. Moi, l'oxydation, particulièrement, tu sais, quand j'étais chez McCarson, j'ai travaillé 5 ans chez McCarson, puis on avait des panels de dégustation à tous les jours. OK. Puis c'était tout le temps ben, le plus souvent qu'autrement, c'était des tests de durée de vie. Là. Fait que tu avais, tu sais, le mardi, ben, tu avais la Saint-Ambroise Pale Ale, tu avais fraîche, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Là. Puis, OK. fait que, tu le vois vraiment jour après jour. Là, quand tu goûtes ça, à un moment donné, c'est comme c'est un no-brainer. Là. Ça Ouais, ouais. devient comme un genre de Pavlov, là, réaction physique presque. Puis, c'est ça. Puis sinon, c'est très vrai ce que tu dis. Comme c'est une autre raison d'appliquer le plus de monde possible. C'est que moi, l'acétaldéhyde, je goûte pas ça. Ouais. Puis Renaud, il est très sensible à ça. Fait que, c'est ça, c'est très complémentaire. Ça fait que c'est sûr qu'il y a toujours des trucs qu'on est moins sensible. Puis quand tu as quelqu'un qui est là pour te backer, ben, Hmm. c'est important. Là. Ouais, ouais. Là, dans le fond, pour ceux qui reviennent le plus souvent, tu as parlé d'oxydation, DMS, diacétyl, acétaldéhyde. Ouais. Peux-tu nous les décrire un petit peu, ceux-là? Là, on a déjà parlé du Ouais. diacétyl, ça ressort un peu plus comme le beurre fondu. Ouais. Puis sinon, les Ouais. autres, ouais, ça ressemble à quoi? Ben, c'est ça, tu sais, diacétyl, c'est beurre ou caramel, ça dépend vraiment des concentrations. En fait, concentration, ça peut donner un petit côté caramel. Puis souvent, il y a des bières anglaises aussi qui dans lesquelles ça rentre un peu dans le profil de caramel puis tout. Euh, mais en haute concentration, c'est vraiment comme ça sent le beurre à popcorn. L'acétaldéhyde, c'est reconnu comme comme je viens de dire, je goûte pas bien ça, là, puis, mais on parle de pommes vertes OK. souvent. Moi, comme à la limite, la façon dont je le goûte, je perçois quelque chose qui est comme un peu sale, là, mais je ne suis pas capable de mettre des mots dessus. J'ai vraiment de la misère à goûter ce truc-là. Ouais. Sinon, bon, l'acide butyrique dont je parlais tantôt, vomi de bébé, parmesan, euh, c'est vraiment, ouais, c'est pas super intéressant généralement. Le parmesan, j'aime ça, mais pas dans une bière. Ouais. Quoi d'autre? L'oxydation, c'est intéressant. Ça dépend vraiment du type de bière. Puis ça, c'est super intéressant parce que, en fait, l'oxydation, ce que c'est pas une molécule, là, c'est un processus. L'oxydation, Ouais. c'est une réaction chimique. Puis dans le fond, c'est une transformation d'une molécule en contact d'une molécule d'oxygène. Fait que, ça peut se décliner sur plein de plans. Là. Fait que, on va le goûter vraiment beaucoup dans les IPA parce que justement, les composés aromatiques du houblon, les huiles essentielles, tout, c'est des composés qui sont facilement oxydables. Fait que, on est habitué, c'est super facile à goûter dans une IPA, puis ça va goûter, ben, souvent, dans ce genre de bière-là, très houblonné, ça va se manifester plus comme des notes on appelle ça la madérisation là, Ouais. de l'alcool, le madère, qui est un peu comme le sherry ou le porto. Fait que, ça passe par exemple, de notes houblonnées comme très fruitées, très vives, très délicates à la limite. Ça devient lourd et ça ressemble un petit peu comme du fruit confit, ce genre de truc-là, qui n'est pas nécessairement des goûts désagréables en Non. soi. Là. C'est pas comme de Ouais. l'acide butyrique, justement. Sauf que souvent, ben,
c'est assez caractéristique. Puis ce que ça a tendance à faire, par exemple, dans les IPA, c'est que ça vient comme masquer les subtilités du houblon. Comme le houblon, justement, tu as plein de différents composés aromatiques très volatiles, puis très délicats souvent. Puis quand ça s'oxyde, ça finit toujours par goûter un peu la même chose. Puis ça, c'est des notes un peu plus que je décris personnellement comme plus lourdes et plus vraiment moins délicates, puis plus sur le fruit confit. Puis après ça, tu as mentionné brièvement tantôt le papier carton mouillé, tout. Ça, c'est quelque chose, honnêtement, qu'on voit beaucoup moins. Puis, tu sais, c'est drôle quand on lit vraiment des articles scientifiques ou des articles dans le Master Brewers Association, leur publication technique. Ils parlent beaucoup plus de ça, souvent, parce que ça affecte beaucoup les light lagers puis les bières qui sont vraiment comme à la limite, les bières de macro, là, tu es plus susceptible de trouver ces goûts-là dans ce genre de bière-là qui est très peu houblonné. Puis moi, j'ai allumé sur ça quand j'ai fait j'ai fait mon test de BJCP, le Beer Judge Certification Program. Puis j'ai été un peu catapulté. En fait, j'ai pris la place de quelqu'un, puis j'avais pas beaucoup de temps pour étudier. Puis je me suis dit, tu sais, les porters, les stouts, les IPA, tout, je connais ça, mais ce que je connais moins, c'est comme toutes les light lagers, puis les lagers européennes, tout le kit, à ce moment-là, ça fait comme une dizaine d'années de ça. Puis, fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la SAQ, puis j'ai ramassé tout ce qui était comme lager allemande, lager européenne, lager importée que je pouvais, même la Budweiser, puis des trucs de même. Puis je me suis dit, je vais goûter, là, puis je vais essayer, comme vraiment de détecter les subtilités. Puis quand tu vas à la SAC, évidemment, toutes les bières que tu achètes ont déjà passé au moins 3-4 mois dans un entrepôt chaud. Fait que c'est là que j'ai commencé j'ai découvert c'est quoi le carton mouillé, là. C'est ça. Fait que il va prendre n'importe quelle lager européenne à la SAC, puis ça goûte ça comme garanti. J'ai jamais goûté une lager que j'ai achetée à la SAC qui goûtait pas ça. Fait que, c'est ça. C'est un peu plus subtil, mais c'est d'autant plus désagréable. Là, goûter du papier, du carton, c'est pas super le fun. Et pour le DMS, ça, tu décrirais ça comment à peu près? DMS, encore une fois, ça dépend, un peu comme le diacétyl, ça dépend à quel degré c'est présent. Mais souvent, on parle de genre maïs en canne, ce genre de truc-là. Puis légumes bouillis, choux bouillis. Moi, j'ai déjà eu la chance de goûter une bière c'est une bière qui était fabriquée un peu à l'ancienne, là, qui n'a pas d'ébullition. C'est vraiment une bière crue, mais qui était composée à 100% de malt pilsner. Là. Puis le DMS, c'est présent dans le malt. Puis il y a des maltes qui, en fait, c'est un composé qui est très volatile. Fait que quand les maltes qui sont plus torréfiés ou plus chauffés, plus toastés, ben, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Là. Les maltes qui en ont le plus, c'est le pilsner, les maltes pâles, les maltes de base. Puis c'est ça, cette bière-là en particulier, 100% Pilsner, fait que déjà en partant, tu as le malt qui a la plus grande concentration de DMS. Il n'y a pas d'ébullition. Fait à l'ébullition, dans le fond, du mou, c'est là que le DMS étant volatile, ça part tout dans les vapeurs pendant l'ébullition. Fait que c'est là qu'on s'en débarrasse, en fait. C'est pour ça que c'est rarement un défaut qu'on retrouve dans les produits commerciaux parce que à moins qu'il y ait vraiment des problèmes au niveau du processus. Là. Mais cette bière-là, pour revenir à mon histoire, elle goûtait les asperges. Là. Mais comme sans aucune subtilité, ça goûtait les asperges. Puis sinon, ben, ça va de en très haute concentration, ça va goûter vraiment comme les asperges, les choux de Bruxelles, ce genre de trucs-là. En plus basse concentration, les petits maïs, les maïs mini en canne, ça ressemble longtemps que j'ai vu ça. à ça. Puis souvent, quand c'est en faible concentration, c'est facile à méprendre pour genre des notes de céréales
Mais c'est ça, souvent le DMS, on va le goûter, on va se dire comme, tu sais, ça goûte maltais, ça goûte céréales, mais ça goûte un peu weird, tu sais. Ouais, Ça, généralement, quand tu dis ça, c'est parce que c'est du DMS. OK. Puis sinon, pendant la fermentation, là, ben, tu sais, le diacétyl, on comprend, tu sais, souvent, ça va être remétabolisé, mais Ouais. pour l'acétaldéhyde, puis tout, est-ce que il y a des signes précurseurs à ça pendant la fermentation, tu sais, du début jusqu'à la fin de la fermentation? Est-ce que tu peux voir des signes précurseurs de ça ou ça va arriver du jour au lendemain, puis bang, c'est ça que ça goûte, puis c'est perdu? Euh, ben, tu sais, pour l'acétaldéhyde, puis le diacétyl, euh, c'est des trucs qui. En fait, l'acétaldéhyde, je suis moins familier parce que, bon, comme je te dis, tu sais, je le goûte pas bien. Ouais, Souvent, l'acétaldéhyde, en fait, quand c'est présent dans une fermentation, c'est un signe que ta fermentation est pas super en forme. Tu sais, que ta levure n'est pas super en forme. Puis, mais tu sais, le diacétyl, c'est. Toutes les levures en produisent. Il y en a qui en produisent plus que d'autres, là, mais c'est quelque chose qui est systématiquement là. Euh, Puis qui va être là en plus grande quantité selon. Tu sais, c'est sûr que quand tu as des fermentations en fait, je recommence. Le diacétyl va être produit en début de fermentation. Euh, Puis plus ta température de fermentation est chaude, plus il va être produit rapidement et en grande quantité au début de la fermentation. ouais, Puis plus aussi, il va être remétabolisé. Fait que dans le fond, ce qui arrive systématiquement, c'est que ta levure elle va produire du diacétyl, puis après ça, au début de la fermentation. Fait que, tu sais, mettons, quand ta bière commence à fermenter, là, tu sais, comme dans le premier tiers là, de l'atténuation, là, fait que, mettons, quand on passe quand on produit, mettons, les premiers pourcents d'alcool, si on veut, c'est là que le diacétyl va ressortir. Puis après ça, quand la fermentation est finie, puis que la levure elle a fini de bouffer les sucres, ben là, elle va aller prendre le diacétyl, puis elle va le transformer, la levure va le bouffer, puis elle va le transformer en autre chose qui ne goûte pas, tu sais, ou ouais. dont les seuils de perception sont beaucoup, beaucoup plus bas. Euh, Puis ça, encore une fois, plus ta fermentation est chaude, plus ta température de fermentation est chaude, plus ça va aller vite, ce processus-là. Tu sais. Hmm. Fait que pour le diacétyl spécifiquement, tu parles de précurseurs. C'est toujours un peu la même chose qui se passe. Hmm. Par contre, ce qui va arriver, c'est que si ta levure n'est pas en forme ou si tu n'en pitches pas assez, si tu n'as pas assez de levure et puis qu'elle est stressée, euh, avoir tendance à en produire plus puis avoir plus de problèmes à le remétaboliser après. T'sais. Fait OK. que c'est là que pour le diacétyl comme problème dans ta bière, dans ton produit fini, là, le précurseur de ça, c'est quand ta fermentation est plus lente que ça devrait être. OK. Si elle a de la misère à partir, ça prend une couple de jours avant qu'elle démarre, puis que si à chaque jour, on prend des lectures de densité. Dans le fond, on évalue la vitesse de fermentation en prenant des densités de sucre dans le mou là, qui est en train de fermenter. Fait que plus la densité de ton mou au départ, c'est ta teneur en sucre. Puis plus ça va, ben, plus la densité elle diminue, puis là, plus tu sais qu'il y a moins de sucre, puis il y a plus d'alcool, etc. Tu es familier avec tout ça, puis je fais un petit topo pour nos auditeurs, tout. Mais plus cette atténuation-là, plus le, le, la teneur en sucre diminue rapidement. C'est-à-dire plus ta fermentation est active et vigoureuse, tout. Puis plus, inversement, plus elle diminue lentement, c'est-à-dire plus ta fermentation est peut-être pas en santé aussi. Hmm. Fait que c'est ça. Je te dirais que Fait qu'il y a pas spécifiquement pour juste, le il y a pas, diacétyl, ben, il y a pas juste le goût qui va intervenir là-dedans, c'est tous les autres facteurs dans le fond, c'est les densités, etc.
la vigorosité de la fermentation qui va te donner des indices sur ce qui pourrait s'en venir. Tu sais. En fait, spécifiquement pour le diacétyl, ce qui est important, c'est la fermentation va toujours en produire. T'sais. Ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'elle va rester au final dans ta bière ou est-ce qu'elle elle va être partie par le temps que tu la mettes en canne, par le temps que la fermentation soit finie, ou est-ce que tu vas être pogné avec? T'sais. Les précurseurs, une des choses qui vont te donner un indice par rapport à ça, c'est vraiment si ta fermentation elle évolue moins vite qu'elle devrait. Ben là, tu risques d'avoir des problèmes avec ton diacétyl au final. OK. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que la moindre détection de faux goût chez Avant-Garde, ça entraîne tout de suite un code drain? Là, tantôt, tu as parlé d'une en particulier que tu as bretté, là, tu sais. Mais habituellement, là, est-ce que c'est tout de suite un code drain ou tu vas attendre un petit peu? Pas nécessairement, ça dépend c'est quoi. Puis, tu sais, nous autres, on a un grand chai, on a beaucoup de barils, puis tout, puis on fait beaucoup de fermentation mixte. Puis souvent, tu sais, dépendamment c'est quoi qui se passe, là, il y a des trucs qu'on juge qui sont irrécupérables. Puis, tu sais, quand ça goûte pas bon à la base, puis, il y a des faux goûts, par exemple, comme, tu sais, j'ai pas parlé de phénol, par exemple, mais tu sais, des fois, ça goûte le caoutchouc brûlé ou le tire, ou, tu sais, ça goûte vraiment comme épicé, phénolique, mais pas de façon positive. Tu sais, il y a des bières, il y a des levures belges qui vont produire des phénols épicés qui sont le fun. Là, je pense à les levures de Weizen qui vont produire du clou de girofle et tout. Mais des fois, ça c'est un faux goût. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il y a des off-flavor phénoliques comme ça que je sais que c'est une contamination ou c'est une levure qui est comme pas soit contaminée ou qui rush, là, qui va produire un certain phénol que je sais qu'il n'y a rien à faire avec ça. Là. Ça, au final, c'est un code drain. Mais tu sais, comme bon, le cas dont j'ai parlé tantôt avec l'acide butyrique, c'est un guess. Là, je me dis, avant de le mettre dans le drain, si je suis capable d'essayer quelque chose pour voir si ça améliore, ben, le pire qui va arriver, c'est que je vais avoir appris quelque chose. C'est sûr que pour les bières qu'on produit de façon, les produits réguliers, là, c'est sûr que si ça ne goûte pas ce que c'est supposé de goûter, ben, c'est pas nécessairement un code de drain, mais ça ne s'aillera pas dans la canette. Des fois, bon, on a un certain seuil de tolérance, là, comme tout le monde. À un moment donné, si on jette toutes nos bières parce qu'elles ne sont pas exactement pareilles, ben, on va faire faillite. Malheureusement, on ne peut pas nécessairement se permettre ça. Par contre, il y a des cas de faux goût. Puis, je parlais de justement des fermentations qui sont plus lentes ou des levures qui sont moins en forme. Des fois, on n'a pas le choix de garder des levures un peu plus longtemps qu'on devrait. Puis, si c'est juste ça, si c'est une levure qui a de la misère puis qui va arrêter de fermenter avant la fin, ça, généralement, c'est récupérable avec justement avec la fermentation mixte. Puis souvent, ces bières-là, ben, si on a des barils qui sont disponibles ou si on fait des assemblages à peu près au même moment, on va vider des barils, ben, cette bière-là, on va en mettre en barrique, on va pitcher des blends de micro-organismes, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Puis des fois, ça ne sera pas bon, mais des fois, ça va être bon. Puis des fois, ça va régler le problème. Puis, comme notre programme de barricage de fermentation mixte, au final, ben c'est toujours, ça sort toujours en assemblage. Fait que, c'est un peu de cette bière-là, un peu d'une autre bière, un peu d'une troisième bière. On met ça ensemble, puis ça fait un produit. Ben, quand on a une bière qui rush, qu'on finit par mettre en baril pour essayer de la récupérer, ben, elle ne va pas tout ressortir dans la même bière au final. On va peut-être juste en prendre un baril puis le blender avec autre chose. Ça va apporter un côté intéressant à cette bière-là. Fait que oui, c'est ça. Je te dirais, c'est pas automatiquement des codes de drain. Dans certaines circonstances, on le sait que c'est pas récupérable. Puis là, ben, on est mieux on est mieux de mettre ça au drain à ce moment-là que d'essayer de la vendre puis de la récupérer plus tard puis d'être pogné avec des retours puis des trucs comme ça. Là. OK.
OK. Mais pour tes produits réguliers, tu as quand même un seuil de tolérance, tu sais, pour les releaser. Après, tu as quand même, tu sais, ton seuil de tolérance n'est pas complètement à zéro là, pour les faux goûts. Tu sais, s'il y en a un petit, mais qui est moins détectable, tu te permets quand même de les releaser, ces bières-là. Ben, tu sais, il ne faut pas que ce soit un défaut identifiable comme défaut, tu sais. OK. C'est plus comme, tu sais, ça arrive qu'on a des bières qui ne vont pas être exactement dans les specs de ce qu'elles sont supposées d'être, là. Ouais. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est sûr que si j'ai une bière qui a du diacétyl, par exemple, de façon comme évidente, ça, je vais pas la canner, tu sais. Mais tu OK. sais, des fois, il y a des bières qui par exemple, fermentent pas autant ou atténuent pas autant qu'à l'habitude. Elles finissent Ouais. un peu plus sucrées, par exemple, puis que tu sais, le, le, le feeling général de la bière est pas exactement le même. Tu sais, ça goûte pas exactement la même chose, mais en même temps, ça reste un produit tu sais, ouais, c'est ça. Il y a une tolérance acceptable est-ce que j'achète ce produit-là, puis que je le bois, puis je me dis, tu sais, OK, ben c'est pas la meilleure, mettons, mais en même temps, c'est acceptable, puis ça goûte quand même ce que c'est supposé de goûter, tu sais. OK. C'est un peu ça, tu sais. Il n'y a pas vraiment il y a pas de limite claire. Puis Ouais. c'est sûr qu'on essaye d'être tu sais, le plus strict sur ce genre de choses-là Ouais. qu'on peut. Mais généralement, quand on a des doutes, c'est là qu'on fait intervenir tout le monde, là, puis on goûte tous, puis on se pose toute la question en gang, comme est-ce que cette Hmm. bière-là, est-ce que c'est legit de la sortir sur les tablettes ou pas, tu sais. OK. Est-ce que, selon toi, là, un faux goût, ça égale nécessairement une mauvaise bière? Je m'explique parce que j'ai déjà entendu Ouais. parler de d'autres micros, d'autres brasseries, tu sais, que leurs produits, tu sais, ils sortaient avec du diacétyl. Tu sais, ça, tu étais pas mal sûr que cette bière-là, il y a du diacétyl. Est-ce que pour toi, ça équivaut forcément à une mauvaise bière, ça? Non, pas forcément. Le diacétyl, c'est un bon exemple, là. Tu sais, c'est une super bonne question parce que je pense que je pense que tu sais, traditionnellement, il y a certaines bières anglaises, par exemple, puis tu sais, même des lager tchèques dans lesquelles c'est acceptable d'avoir du diacétyl. Puis que c'est acceptable parce que ça fait partie, tu sais, traditionnellement, c'était présent à Ouais, cause de la manière dont c'était brassé, surtout à cause du manque de contrôle à l'époque. Là, je veux dire, le contrôle qu'on a aujourd'hui sur notre processus, c'est débile là, comparé à les bières anglaises au 19e siècle, avant la réfrigération, avant la microbiologie, tout le kit. Euh, c'est pas la même game, tu sais. Fait que si tous ouais, ces styles-là de bière ont évolué d'une certaine manière, est-ce que, tu sais, je prends le cas des bières anglaises, ben, elles étaient packagées, étaient mis en casque, très, 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 très jeunes pour être vendues très rapidement avant que ça devienne sour, puis parce que comme je disais, la microbiologie, Pasteur, puis les souches de levure uniques, ça n'existait pas à l'époque. Puis fait que ça faisait que ben, soit il y avait du diacétyl dans ces bières-là, elles étaient packagées, elles étaient mises en casque avant d'avoir fini de fermenter. Fait que, ouais. c'était courant d'avoir ce genre de trucs-là. Puis les techniques de brassage, tu sais, souvent aussi, tu sais, quand tu regardes les bières en Europe, en République tchèque ou en Angleterre, ben, souvent, la tradition a encore beaucoup d'emprise sur les façons de faire. Tu sais. Mhm. Puis ça fait que ben, il y a certaines bières qui
ont du diacétyl dedans parce que c'est comme ça qu'on les brasse. Tu sais. Fait Ouais. que c'est pas nécessairement un gage d'une mauvaise bière. Après ça, tu sais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de. Euh, c'est beaucoup une question d'éducation puis de tolérance. Tu sais, quand tu regardes, par exemple, tout le discours qui tourne autour de la dégustation de bière versus la dégustation de vin, Ouais. on va se rendre compte que les mêmes faux goûts sont des fois comme valorisés pour la bière et dévalorisés pour le vin, par exemple. Fait que, comme, tu poses la question comme ce goût-là, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? C'est pas toujours une question c'est pas toujours ça la question, en fait. Souvent, Ouais. on va se dire, comme une bière, il ne devrait pas avoir de diacétyl parce que dans le, je sais pas moi, BJCP, dans les guidelines, là, comme il y a tout il y a toute une gang de personnes, dans le fond, qui, ça devient comme le discours dominant, là, que comme si tu Ouais. as du diacétyl dans ta bière, c'est nécessairement dégueulasse, ça va dans le drain. Pour moi, c'est pas si simple que ça. Puis Mhm. on avait juste à, tu n'as pas besoin de retourner il y a pas longtemps à avoir comme des brettes dans ta bière, c'était inacceptable. C'était Ouais. pas quelque chose qui était prisé. Puis aujourd'hui, ben, c'est le Ouais. shit. Là, fait Ouais. que, euh, fait que non, ma réponse à ça, c'est non, sauf qu'en même temps, euh, ouais, c'est ça. Ouais. C'est une question quand même délicate, mais c'est super intéressant. Ouais, parce que, tu sais, il faut dire aussi, tu sais, dans le nom dit faux goût, mais, tu sais, comme l'alcool de Fuzel, dans une Scotch Ale, ben, on le veut, ça, là-dedans. Fait que, tu sais, Ouais. en tout cas, il y a un discours. C'est ça, tu sais, puis il y a des tolérances. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut de l'acide butyrique dans sa bière, là, tu sais, ça goûte le vomi, ça goûte le vomi, puis personne qui aime ça. Par Ouais. contre, tu sais, c'est ça, le diacétyl, c'est un super bon exemple parce que, tu sais, en petite concentration, ça donne tu sais, un côté caramel à la limite. Là. C'est pas un goût qui est nécessairement dégueulasse. Tu sais. Mais Mhm. tu sais, on a appris tu sais, dans les dernières années, dernières décennies, mettons, on a appris que c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Tu sais. Ouais. Fait que là, comme aussitôt qu'il y en a, ben, c'est pas. Mais, tu sais, la question aussi, tu sais, est-ce que si c'est voulu, c'est une chose, si c'est pas voulu, c'est une autre chose. Si ça vient d'un processus qui est contrôlé ou si ça vient d'une erreur ou d'une bière qui est juste comme virée weird, là, ben Ouais. c'est deux choses aussi. Là, Puis on la release fait que, pareil parce qu'il faut payer le c'est ça. loyer. Puis, ouais, C'est ça. ouais. Fait que, souvent, aujourd'hui, quand tu trouves du diacétyl dans une bière, c'était pas intentionnel, puis c'est parce qu'il y a quelque chose qui a pas vraiment marché, là, puis que c'est une mauvaise fermentation. Puis tout. Puis c'est souvent accompagné aussi d'autres goûts un peu sketch là, qui viennent avec la mauvaise fermentation, l'acétaldéhyde, entre autres, les Mhm. esters un petit peu trop prononcés, puis tout. Puis, fait que, souvent, tu vas retrouver du diacétyl dans un produit fini, ben, c'est pas juste ça qui va pas dans ta bière. Ouais, ouais. Puis pour terminer, toi, est-ce que tu as des bières que tu développes euh, justement dans l'optique d'aller chercher un faux goût en particulier? Est-ce que ça t'est arrivé, ça? Euh, J'essaie de réfléchir, là. Je pense pas. Je pense pas. Non, pas. Ben, je peux pas dire que je développe des bières dans cette optique-là. Par Mhm. contre, ce que je peux dire, c'est quand on fait de l'assemblage de barriques, tu sais, des bières de bières sour, funky, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des barils d'une même batch. Puis, on va en avoir des fois qui sont weird, là, qui goûtent. Généralement, tu prends un brassin, la même bière, tu splits ça en 8 barils différents, tu inocules avec la même chose, ils vont toutes virer différents. T'sais. Ça, Ouais. c'est ce qui est le fun avec ce genre de trucs-là. Mais les différences sont souvent assez subtiles. Le caractère général est le même, mais une fois de temps en temps, il y en a un qui est off et qui va goûter comme justement, qui va développer des faux goûts comme par exemple, qui va goûter terreux, un peu moisi dans le sens de genre vieux cellier en terre battue. Là.
Ouais. Musty en anglais, par exemple. Ça, c'est comme tout seul, c'est pas nécessairement le fun, mais quand tu le blends avec quelque chose d'autre, souvent, ça va apporter quelque chose d'intéressant au blend. Puis ça, je me suis rendu compte en faisant de l'assemblage, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un baril qui va goûter pas bon tout seul, mais pas assez pas bon pour dire comme OK, ben ça, je mets ça dans le drain. Là. Puis ça, Hmm. souvent, tu vas le blender à hauteur de 5-10%, puis ça va, tu sais, il ne sera pas assez présent pour que tu goûtes ce que tu trouvais pas bon, mais en même temps, il va amener quelque chose au produit fini, à l'assemblage, qu'il n'y aurait pas si ce baril-là n'était pas dedans. T'sais. OK. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, ça a rapport avec les. On n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais les seuils de perception, tous les faux goûts, dans le fond, c'est des molécules. Puis c'est des molécules aromatiques qui sont perceptibles au-delà d'un certain seuil. Fait que on parle de parties par million, mettons. Euh, Puis tous les faux goûts, dans le fond, ont un seuil de perception que tu peux avoir de l'acide butyrique dans une bière, mais en tellement petite quantité que tu ne le goûteras jamais. Tu sais. Ouais. Puis il y a pareil avec le diacétyl, tout le kit. Fait que le seuil de perception, tu peux jouer avec ça, surtout dans des contextes d'assemblage où tu vas avoir une bière justement qui a un faux goût, mais si tu le blends assez et tu dilues assez ce faux goût-là, tu ne le goûteras pas comme tel, tu le goûteras, il va pas être comment dire, il va pas faire chier, dans le fond. Là. Il va pas. Mais en même temps, il va apporter quelque chose que tu goûtes, mais que tu n'es pas nécessairement capable de mettre ton doigt dessus. Puis il va apporter une nuance, une complexité que tu n'aurais pas s'il n'était pas là. T'sais. Fait Hmm. que c'est ça. Pour répondre à ta question, là, en résumé, je ne cherche pas à développer des faux goûts dans des bières, là, ou du moins, il n'y en a aucun vraiment qui m'intéresse de développer. Par contre, quand ça arrive, des fois ça peut être cool. Tu sais. Ouais. Des fois, ça peut être intéressant, surtout dans les contextes de blend. OK. Cool. Ben, c'était bien intéressant. Sinon, chez Avant-Garde, as-tu une plug? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Ouais, écoute, on est en plein R&D pour les nouvelles bières pour 2022. Je sais que on va avoir, en fait, cette semaine, elle va commencer à être distribuée bientôt. On sort, pardon, une Munich Dunkel OK. qui va s'appeler La vie en rousse. En fait, c'est notre, C'est tellement bon c'est comme notre, nom, ça. Ah ouais, c'est ouais, parfait. ben c'est ça, tu sais, c'est parce on voulait faire une rousse, mais on ne voulait pas appeler ça une rousse parce que ça prend rapport. Fait que, tu sais, on a trouvé cette façon-là de garder le style. C'est souvent une lager foncée. OK. Puis on l'a appelé la vie en rousse parce que, mine de rien, ben, dans les bars, souvent on se le fait demander beaucoup, là, une rousse. OK. Puis on a surtout développé cette bière-là pour le CSP, pour les bars, là, les kegs et tout. Mais je suis vraiment super content de commencer à virer. Puis on aime beaucoup ça, faire des lagers, là, c'est cool. Puis Mhm. on aime ça, boire ça. Puis ouais, c'est ça. Notre première lager de ce genre-là. Je suis super content. Ça sort bien, c'est maltais, c'est sec, c'est super le fun. Puis on va sortir un stout aussi, la Belfast, qu'on faisait déjà en keg, mais là, on va sortir ça en canne bientôt. Puis, Mm. c'est Merveilleux. ça. Puis, petite collabo avec Boréal dont j'ai parlé tantôt un peu. Collabo En fait, on a brassé une bière avec eux chez eux, une Oktoberfest cet été. Puis là, OK. on a embouteillé cette semaine un assemblage funky là, Mm. qui va être super cool, qui est la bière dont je parlais tantôt avec les trois différents blends de micro-organismes. On a mis du miel, de l'intermiel, quelque chose un super beau projet. OK. Puis la bière est vraiment cool. Je suis super content. Ça va sortir dans ouais, un mois à 6 semaines, là, le temps OK. de fermenter puis d'étiqueter et tout. Fait que, ouais, c'est ça. Puis sinon, Ah, nice. écoute, 2022, il va y avoir plein de nouveautés. Ça va être cool. Good. Good. Ben, ça a l'air délicieux, tout ça.
J'ai hâte d'écouter. Cool. Ben, merci vraiment infiniment d'avoir participé. Je suis vraiment content de t'avoir eu. Yes, ben, Puis, merci, ça me fait je plaisir. pense que tu étais le gars parfait pour ce thème-là en plus. Fait que je suis vraiment content. Cool. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Yes, cheers.